Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invitée du jour est une figure marquante de la vie politique et maintenant économique de Monaco. Animé par une véritable passion pour la politique, les affaires et surtout pour Monaco, il s'est engagé pendant de nombreuses années pour la principauté et ses habitants. Président du Conseil national, puis ministre des Affaires sociales et de la Santé, puis à nouveau président du Conseil national, il est maintenant président délégué de la Société des Bains de Mer. Bonjour Stéphane Valéry. Bonjour Geneviève. Alors Stéphane, on va le dire tout de suite, on va se tutoyer. Parce que moi j'ai le plaisir d'avoir pu travailler avec toi, échanger, traverser tes divers mandats à diverses occasions. Et que donc très sympathiquement, tu m'avais proposé le tutoiement il y a déjà de nombreuses années. Alors on ne va pas revenir à un vouvoiement de circonstances. Je crois que c'est important d'être transparent, donc on se connaît bien, on se tutoie, il n'y a aucune raison que ça change parce qu'on enregistre une émission. En tout cas, merci de trouver un petit moment pour nous parce que il me semble, alors tu as toujours été très occupé, mais le quotidien du président délégué de la Société des Bains de Mer, c'est une très très grosse affaire, si je peux dire les choses comme ça. Oui, ça reste la première entreprise de la Principauté de Monaco par le nombre de ses salariés. Nous sommes un peu moins de 4000 l'hiver et plus de 5000 maintenant l'été. Ouais. Donc c'est évidemment beaucoup de réunions. C'est 19 syndicats, par exemple, aussi. Donc dans 19 syndicats dans divers métiers, des métiers des jeux, bien sûr, mais aussi de l'hôtellerie, de la restauration. C'est 4 palaces. C'est 2 casinos, c'est une trentaine de restaurants. C'est aussi de l'immobilier, puisque l'activité immobilière s'est développée depuis une vingtaine d'années maintenant à la SBM. Donc c'est beaucoup de métiers, beaucoup d'êtres humains passionnants dans des métiers très variés. Il y a des métiers incroyables à la SBM. Il n'y a pas que l'hôtellerie, la restauration et les jeux croupiers tels qu'on imagine. Il y a aussi il y a des jardiniers, des techniciens. Il y a évidemment des administratifs dans tous les domaines transverses, du marketing à la finance en passant par les ressources humaines ou la communication, bien sûr, et le digital, le marketing. Donc c'est une entreprise passionnante. Puis c'est celle qui a contribué, sous l'autorité de nos princes, à faire la légende de Monte-Carlo. Donc c'est pas rien. Moi, je suis très admiratif des anciens. Ça te tient à cœur, la légende de Monte-Carlo. C'est un concept, ou en tout cas une idée qui te tient beaucoup à cœur. Oui, parce que c'est vrai que là où je suis passé, j'ai toujours essayé de faire en sorte, dans la mesure du possible, d'améliorer les choses. Mais en même temps, moi j'ai une grande admiration pour nos anciens, j'ai une grande admiration pour l'histoire, je suis un passionné d'histoire, du passé. Et pour moi, comme j'étais très, très fier et très humble aussi devant Maître Jean-Charles Ray, qui m'a tout appris, par exemple, au Conseil national, ou Maître Lou Aurélia, qui fut un président avant moi du Conseil. Comme j'avais beaucoup d'admiration devant Denis Ravera, par exemple, qui a créé le département des affaires sociales et de la santé que j'ai eu l'honneur de pouvoir diriger. Grand secrétaire général. Oui, un grand serviteur de l'État pour qui j'avais beaucoup d'estime. J'ai beaucoup d'estime aussi pour les présidents de la SBM. Savoir que je suis un lointain, mais quand même un successeur de François Blanc, de Marie Blanc, c'est tout à fait pour moi un moment, à la fois d'émotion et puis d'humilité, parce que voilà, ils ont mis la barre, ils ont créé Las Vegas à peu près 100 ans avant les Américains, et ils ont fait c'est vrai que sous Charles III, ça partait d'une idée qui à l'époque était, alors j'allais pas dire révolutionnaire, mais en tout cas singulière, de dire le tourisme, c'est aussi, le tourisme en hiver, puisqu'au départ c'était en hiver. Le tourisme en hiver, c'est aussi ce qu'ils appellent l'entertainment, donc le divertissement. Et ce divertissement, il a de nombreuses facettes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que la SBM est toujours au centre du divertissement de Monaco ? Oui, elle doit l'être encore davantage dans les années qui viennent. Mais c'est vrai que ce que François et Marie Blanc ont compris, c'était que les meilleurs clients qui recherchent, donc qui ont le plus haut pouvoir d'achat, qui recherchent l'excellence dans tous les domaines, donc bien sûr
l'hôtellerie, la restauration. Ils avaient déjà l'hôtel de Paris et l'hôtel Hermitage. Ils avaient déjà les grands chefs de l'époque au niveau de la gastronomie. Le jeu, donc je crois qu'on est le casino du monde le plus prestigieux, celui qui accueille les volumes de jeu, les clients les plus importants encore aujourd'hui. Mais ils avaient compris aussi que cette clientèle, elle recherchait le divertissement. Alors à l'époque, évidemment, on est en 1863. À l'époque, les clients à très haut pouvoir d'achat sont des nobles. Ce sont des bourgeois, des chefs d'entreprise, des hommes d'affaires, des financiers, des banquiers de très haut niveau. Et à l'époque, c'était quoi l'entertainment de l'époque? C'était évidemment pas les stars qu'on connaît aujourd'hui de la musique moderne, de la musique contemporaine. C'était l'opéra. C'était l'opéra, c'était les ballets, c'était l'orchestre philharmonique, c'était les grands compositeurs. Et ils ont attiré à Monaco les meilleurs dans ces domaines. Par exemple, j'ai appris récemment que si on regarde l'origine de l'opéra de Monte-Carlo depuis sa création, nous avons à Monte-Carlo créé autant d'opéras qu'à la Scala de Milan. Alors certes, la salle est plus petite, on n'a pas la même quantité de public, mais rendez-vous compte, on est donc un des opéras les plus prolixes en création d'opéra en Europe et dans le monde depuis l'origine. C'est aussi, nombreux sont ceux qui disent que Monaco est une terre d'expression et qu'en tout cas on rend les choses possibles. Est-ce que, alors on a inauguré Amazonico il y a pas longtemps. De quoi on parle avec le président d'un grand groupe comme ça, puisque Amazonico fait partie d'un grand groupe. Pour ceux qui nous écoutent, c'est un restaurant qui est maintenant sur le toit terrasse du Café de Paris, qui a bien changé depuis l'époque de François Blanc. Mais quand on se retrouve face au président du groupe qui commercialise Amazonico et qui est donc présent partout dans le monde, de quoi on parle ? Bien, d'abord, franchement, on devient très humble parce qu'on voit la réussite de ces groupes internationaux qui ont réussi à se développer mondialement avec beaucoup de réussite, de professionnalisme et de succès. Et en même temps, on apprend l'humilité aussi parce qu'on se rend compte que ce n'est pas Stéphane, le président de la SBM, qui est reconnu, bien évidemment. Mais c'est ce que nous représentons. Ce que nous représentons, on ne s'en rend pas assez compte. Et ça, il faut le dire à nos auditeurs, aux Monégasques, aux résidents, aux amis de la principauté qui nous écoutent. Monte-Carlo, cette image, cette marque est incroyable. Elle est porteuse partout dans le monde d'une image de luxe, d'excellence, de réussite, de glamour. De chic, oui. De chic. Alors, on le doit bien sûr à nos princes, à notre monarchie constitutionnelle. On le doit sans aucun doute aussi à l'incroyable aura internationale de la princesse Grace, bien sûr. Mais on le doit aussi à tout ce que Monte-Carlo SBM a développé autour des casinos. Par exemple, je regardais un sondage aux États-Unis il y a quelques mois. Quand on demande à un Américain de citer 3 marques dans le divertissement, eh bien, Casino de Monte-Carlo est toujours cité au même titre que Las Vegas parmi les 3 plus connus dans le monde. Et moi, je me rends compte, quand je me déplace, que je vais par exemple à Dubaï, effectivement rencontrer le patron d'Augus de Dream International, un très grand homme d'affaires turc qui s'appelle donc Ferit Şenk. Je me rends compte qu'il y a une aura, une admiration pour Monte-Carlo qui est incroyable. J'ai l'impression, alors qu'au fond, la SBM, à l'échelle du monde, c'est une PME. Nous faisons 700 millions environ de chiffre d'affaires. C'est vrai. Donc, je ne sais pas, les grands groupes internationaux, si on se compare on est loin à Apple ou aux grandes multinationales, elles font des centaines de milliards, je veux dire. Donc, nous, on est une grosse PME à cette échelle-là. Et pourtant, j'ai l'impression d'être reçu comme le patron d'une multinationale. Donc je me dis qu'on a beaucoup à devoir à nos anciens et on a aussi ce défi de continuer à incarner cette excellence parce qu'évidemment, on n'a pas le droit de ternir cette légende. Non, c'est d'ailleurs peut-être là que tu as puisé, parce que, disons-le, tu arrives à la SBM et d'emblée, tu souhaites donner une impulsion majeure, en tout cas c'est ce que j'en ai retenu, mais tu vas peut-être me corriger, qui est de faire rayonner cette marque à l'international et donc d'exporter, si on peut appeler ça comme ça, la SBM. Oui, alors il faut bien dire aussi d'abord que bien sûr que la principauté de Monaco, berceau de Monte-Carlo, de la légende de Monte-Carlo et bien sûr de Monte-Carlo Société des Bains de Mer, demeure et demeurera toujours
la priorité absolue bien pour ceux qui dirigent la SBM. Nous sommes monégasques, fiers de l'être, et c'est d'abord ici qu'on doit continuer à développer l'excellence. C'est ce qui a fait notre renommée aujourd'hui pour le bien de ce pays. Donc, on continuera d'innover en principauté. Tu as vu ces derniers mois le nouveau Café de Paris. On a investi environ 75 millions d'euros. Donc, pour refaire un Café de Paris, je crois que tout le monde le reconnaît au niveau de la décoration, qui est une énorme réussite, dans une brasserie style 19e siècle parisienne. On vient d'ouvrir Amazonico, qui est une attraction incroyable pour la principauté, qui ne désemplit pas, qui est au-delà de tout ce qu'on pouvait espérer au niveau de la fréquentation. Là, sur Amazonico, je te coupe parce que moi, j'ai trouvé ça incroyable que la SBM, donc toi, tu choisisses, le soir de l'inauguration d'Amazonico, d'avoir tout le monde. C'est-à-dire que moi, j'y suis allée, comme bon nombre d'entre nous, et j'ai croisé tout Monaco, des affaires, de la politique, de l'économie, de la banque, du sport, il y avait du gouvernement, il y avait vraiment tout le monde. Oui, alors je voulais que ce soit une grande fête la plus partagée possible, d'autant plus que j'ai été un peu triste parce que pour le Café de Paris, nous avions choisi pour l'inauguration un dîner assis, ce qui nous limitait énormément à moins de 200 invités. Et donc, je sais que beaucoup de gens ont été un peu déçus de ne pas être associés à cette inauguration. Je m'étais promis pour Amazonico d'essayer de faire mieux. Donc, on a l'espace. Pour autant, je m'excuse aussi parce que parmi les milliers de gens qui vont nous écouter, bien évidemment, seulement 700 ont pu être invités. Et encore la moitié était pour Dream International. Donc, nous, on a pu contrôler 350 à peine personnes invitées. C'est déjà beaucoup. Alors, c'est beaucoup et c'est peu parce qu'évidemment, beaucoup de gens encore... Après le vote, pourquoi n'y étais-je pas? J'ai vu que hier soir, il y avait l'ouverture, et pourquoi n'étais-je pas invité? Et oui, mais malheureusement, voilà, la plus belle femme du monde, ne pouvant donner que ce qu'elle a, nous étions limités là aussi, mais on était quand même 700 à se retrouver. Et là encore, comme pour le Café de Paris, autour de notre prince souverain et de son Altesse Sérénissime la princesse Charlène, qui était d'ailleurs accompagnée de la princesse Stéphanie pour cette inauguration-là. Donc voilà, ils nous font toujours l'honneur d'être là pour les grands moments de la SBM. Et quand je rendais hommage tout à l'heure aux créateurs de la SBM, les Blancs, il ne faut pas oublier aussi que Charles III a été là. Et on a d'ailleurs ici, je ne sais pas si tu as vu en venant me retrouver tout à l'heure au siège de la SBM à Fontvieille, à l'Aiguille Marine, nous avons dans le hall et dans la salle d'attente et d'accueil de notre siège principal, nous avons l'ordonnance souveraine de 1863 de Charles III qui autorise François Blanc à créer la Société des bains de mer et du Cercle des étrangers, parce que c'est ainsi qu'est rédigée l'ordonnance souveraine. Cercle des étrangers. Tu vois, finalement, ça fait le lien avec ce qu'on disait jusque-là. C'est-à-dire qu'il y a quand même une attention portée à une communauté internationale, que ce soit en la recevant ou en allant à sa rencontre. Non, je te disais effectivement, c'était pour répondre peut-être un peu lentement à ta question, mais de manière complète, que Monte-Carlo reste et restera la principauté pour nous, la priorité des priorités. Nous avons ouvert l'année dernière un nouveau restaurant festif, le Mahona, une vraie marque SBM, création SBM. Nous allons bientôt ouvrir un restaurant japonais à l'hôtel Hermitage. Ça nous manquait dans notre panel de restaurants. Donc, avec le grand chef Yannick Aleno, on va ouvrir un restaurant qui s'appelle Abyss, qui a 2 étoiles à Paris. C'est le seul japonais en Europe à avoir 2 étoiles au guide Michelin. C'est ça le challenge. Donc, on espère bien sûr à terme avoir 1 ou 2 étoiles aussi à Monaco avec le japonais. On va relancer, dynamiser le Monte-Carlo Beach cet été, notamment rouvrir la vigie le soir. Pour moi, c'est le plus beau spot de la Côte d'Azur et de la Principauté. Et je trouve vraiment dommage l'année dernière que la vigie n'ait pas été fermée le soir. Donc nous aurons de nouveau des dîners romantiques dans cet endroit merveilleux au bout du Monte-Carlo Beach qui est la vigie. Nous allons investir beaucoup d'argent cette année déjà et l'année prochaine dans la rénovation de nos hôtels, car donc mon prédécesseur Jean-Luc Biamonti avait commencé et il a rénové notre fleuron, qui est l'hôtel de Paris, de manière remarquable. C'est désormais un hôtel, de nouveau un palace au top mondial. D'ailleurs, on vient d'avoir 3 clés dans le nouveau guide Michelin des hôtels. Donc, on est parmi les 20 et quelques meilleurs palaces d'Europe, distingués par le guide Michelin. Mais nous avons aussi maintenant à faire du travail sur l'hôtel Hermitage et sur le Monte-Carlo Bay. Donc l'Hermitage a été rénové seulement partiellement il y a quelques années, donc on va par tranche maintenant complètement le mettre au top niveau des palaces.
comme on a fait pour l'Hôtel de Paris. Et nous allons également engager la rénovation du Monte Carlo Bay qui va fêter ses 20 ans l'année prochaine. C'est ce que j'allais dire, le Monte Carlo Bay, c'est quand même plus un jeune non plus. 19 ans cette année, donc 20 ans l'année prochaine. Donc on va chaque année pendant plusieurs années, car on ne veut pas fermer les hôtels. Bien sûr, c'est important pour ne pas trop pénaliser notre chiffre d'affaires de rénover par tranche. On rénovera donc l'automne et l'hiver quand le taux d'occupation est le plus faible. Mais nous allons investir des dizaines de millions dès cette année et pendant 4 ans dans la rénovation de nos palaces. Voilà, et puis, ah oui, Monaco pour finir, quand même, n'oublions pas, parce que ça, c'est ce qu'on me demande le plus. Donc, je n'ai pas oublié une demande de nos résidents, de nos amis aussi des communes voisines, c'est de rouvrir le Moods. Ouais. Donc, je m'y étais engagé. Alors, je fais beaucoup de sceptiques autour de moi, notamment dans ceux qui gèrent la finance et qui gèrent les comptes de la Société des Bains de Mer. On me rappelle que le Moods était déficitaire. Très déficitaire. Ouais, c'était une des raisons pour lesquelles il avait fermé, d'ailleurs. Oui, tout est relatif. Hein. Très déficitaire, oui, il perdait peut-être un peu plus d'1 million d'euros par an en exploitation. Mais bon, je veux dire, quand on fait de grands événements à Monaco, on sait investir. On peut considérer aussi que c'était un investissement pour l'animation de la principauté. Puisque dans l'ADN, effectivement, de la SBM, on l'a vu, il y a l'entertainment, on l'a dit tout à l'heure, il y a l'animation de la principauté. Alors c'est très bien qu'on soutienne à très haute hauteur, donc les ballets, l'orchestre, l'opéra. Mais c'est bien aussi que la fête de la danse, d'ailleurs, fête de la danse. Qui doit largement à la contribution de la SBM, d'ailleurs, pour exister. Et une fête de la danse pour la SBM, c'est quasiment le budget qu'on mettait en déficit chaque année dans le Moods. Et donc, il faut aussi qu'on compare ce qui est comparable. Et donc, mais pour autant, bien sûr, je n'oublie pas que je suis comptable des résultats financiers de l'entreprise vis-à-vis de nos actionnaires. Et donc, notre objectif est de ne pas perdre d'argent. Et on va donc rouvrir le New Moods, ça sera son nom. On s'inspirera largement du concept du Moods, donc avec de la musique live, avec des groupes régionaux, de temps en temps quelques groupes peut-être un peu plus connus. Des signatures. On va également, avec Hassan de Monaco et d'autres artistes de l'humour, donc créer des stand-up. Des comédie clubs. Des comédie clubs, oui, absolument. Je pense que c'est important aussi qu'on rigole et qu'on s'amuse au sein du Moods. Pas seulement autour de la musique, mais aussi autour de l'humour. Et puis, nous pensons que nous arriverons effectivement à équilibrer les comptes en privatisant la salle. Donc, je le dis déjà, alors l'ouverture, c'est seulement pour octobre cette année, 2024. Octobre 2024, d'accord. Octobre 2024. Mais, je le dis déjà, nous aurons la possibilité de privatiser la salle. Donc, pour un anniversaire, pour un mariage, pour une fête, pour une communion. Pourquoi pas aussi pour des groupes pendant le Grand Prix, pendant l'Open de tennis ou le Yacht Show. Et ça se faisait pas avant, Stéphane? Non, ça se faisait pas. Et je pense très franchement, si on veut garder une salle de spectacle à des prix abordables, et je le veux, et il est important. Alors on me dit oui, mais c'est pas forcément la clientèle des hôtels de la SBM. Je dis oui et non. Oui et non parce que, bien sûr, on me dit non, mais les clients les plus importants, ils veulent voir des stars, ils iront jamais écouter de la musique live. Je suis pas d'accord. Bien évidemment qu'ils viendront pour voir les stars du Monte Carlo Summer Festival. Qui a un programme encore remarquable cet été. Absolument, on peut rendre hommage à notre nouveau directeur artistique, Alfonso Chiola, qui est un passionné et un grand programmateur de concerts. Donc je crois qu'on a déjà une très belle affiche, 2 très belles affiches cet été. Il fera encore mieux l'année prochaine, parce qu'il aura davantage de temps pour préparer les stars à venir de nouveau à Monte Carlo. Mais c'est important aussi, et même pour un client important qui a un gros budget, de pouvoir se distraire 2 heures autour d'un verre, d'un cocktail, d'un petit repas, d'un finger food. Bien sûr, on va pas avoir un restaurant étoilé au Moods, mais on pourra manger. Et j'ai fait appel à Marcel Ravin. Parce que Marcel, on l'oublie, c'est un grand chef. Il a ses 2 étoiles hôtel bien méritées, bien sûr, au Monte Carlo Bay, au Blue Bay, dans son restaurant. On lui a reconfié cet été, d'ailleurs, on lui a confié pour la première fois le restaurant Elsa, le restaurant gastronomique du Beach, qui marche très fort. Il est plein depuis l'ouverture, midi et soir. Et il a fait des choses très différentes de ce qu'il fait au Blue Bay, donc que les gourmets aillent. C'est moins antillais alors. C'est moins lui. Non, mais c'est très mer quand même. Donc c'est autour de la mer et donc, mais peut-être plus Méditerranée effectivement qu'Antilles, vu le site où il développe l'Elsa. Et donc Marcel, qui a réussi aussi, on l'oublie, le Madawan, ce restaurant qui est peut-être le plus populaire, mais dans le bon sens du terme, qui attire le plus de gens à des prix très raisonnables. Le meilleur petit déjeuner de Monaco, quand même. Écoute, merci de le dire.
En tout cas, moi, j'ai toujours plaisir à aller déjeuner aussi au Madawan. Eh bien, Marcel donc a montré il est intelligent. L'intelligence, c'est la capacité à s'adapter. Et il sait déjà s'adapter à ce nouveau restaurant complètement différent du Blue Bay, qui va marcher très fort avec lui. Et donc, je lui ai dit, Marcel, je te donne un nouveau défi, c'est nous développer, alors bien sûr, ce qu'on appelle finger food en anglais, donc une nourriture relativement simple, rapide, mais de qualité, facile à manger, mais de qualité, pour que les gens puissent aussi venir dîner devant le spectacle live qu'on va offrir de nouveau bientôt à partir de l'automne, donc au New Moods. Donc, on passera l'hiver au New Moods. C'est un peu un pendant dans l'offre, ça peut faire un pendant. Alors, le Jimmy's, il n'y a pas de stand-up, il n'y a pas de musique live, mais c'est un peu un pendant dans la vie la nuit. Oui. Alors, il y aura toujours. Alors, c'est vrai que l'hiver, le Jimmy's est a priori, fermé, sauf événement exceptionnel, est privé, mais il est fermé. On a maintenant ce qu'ils appellent le speakeasy, on pourrait dire une discothèque, donc un club d'Amazonico, qui sera peut-être, on verra, pas forcément ouvert l'hiver, on verra. Donc ça dépendra un peu de la demande et de la clientèle. Mais le Moods, lui, il a vocation à être ouvert l'automne et l'hiver, parce qu'il est clairement donc dans un endroit qui est en sous-sol. Et c'est clair que le printemps et l'été se prêtent pas à des spectacles en sous-sol. Donc par contre, l'hiver, quand il fait froid, qu'on n'a pas du tout envie d'aller sur les terrasses, en extérieur, c'est le bon moment et c'est la bonne époque pour ouvrir le Moods. Quand on t'écoute, alors moi, d'abord merci de nous expliquer tout ça, mais quand on t'écoute, on se dit à quel point Stéphane a embrassé le costume, la mission, etc. Et toi, de toute façon, tu viens du monde des affaires. Hein, c'est ta formation première. Oui, tout à fait. Après, on l'oublie peut-être un peu. Oui, parce que bien sûr, ce qui a été plus, je dirais, rendu public, ce sont les élections, donc c'est la présence du Conseil national, même l'action gouvernementale qui est, tu en sais quelque chose grâce à toi aussi, qui est très médiatisée, et c'est bien normal. Hein, l'opinion publique, la population a besoin d'être informée de l'action publique. Donc la direction de la communication et Monaco Info le font très bien. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup plus parlé de moi dans ces périodes-là qu'avant. Mais avant, j'ai après le lycée Albert Ier, comme la plupart des Monégasques, la moitié de nos amis sortent de FANB, donc c'est vrai. Reconnaissant aussi, c'est très bien. Enfin, moi, je fais partie du team Albert Ier. Voilà, moi aussi, mais pour autant, il n'y avait pas trop de rivalité. Nos copains nos copines étaient dans les deux établissements et qui sont excellents tous les deux et toujours aussi bons tous les deux d'ailleurs. Hein. C'est vrai. FANB et le lycée Albert Ier. Moi, je suis sorti du lycée Albert Ier et donc j'ai fait une prépa à HEC à l'époque, à Masséna puis à Paris. Et j'ai choisi de faire une formation commerciale marketing. Tu as fait un ESCP ? Alors à l'époque, c'est devenu le SCP Business School, donc après la prépa. Ouais. Et c'était une formation européenne, donc puisque c'était l'école européenne des affaires, donc qui a fusionné après avec le SCP. Donc désormais, c'est le SCP Business School qui nous réunit. Et ça m'a permis effectivement de partir donc un an en prépa d'abord à Paris, puis après un an encore à l'école justement à Paris, à cette SCP Business School, et après un an à Oxford, un an à Berlin. Voilà, donc, mais quand je suis revenu, j'ai donc... Tu parles allemand alors ? Je parlais. Ich sprach ein ganz fließendes Deutsch. Okay. J'avais l'accent berlinois à l'époque parce que j'ai fait une année à Berlin, mais j'ai beaucoup oublié l'allemand si parce qu'à Monaco... Si on pratique pas, c'est compliqué. Non, c'est très différent. On n'a pas du tout les mêmes racines avec la langue maternelle française et on l'oublie vite. Et malheureusement pour moi, la plupart des Allemands à Monaco parlent français ou anglais. Et malheureusement, ayant parlé français ou anglais avec eux, j'ai beaucoup oublié l'allemand. Je le comprends encore un peu, mais de temps en temps, ça me fait plaisir de temps en temps de faire semblant de reparler un peu allemand, mais j'ai beaucoup de mal à trouver mes mots. Je mélange anglicisme et germanisme, et donc c'est difficile. Mais oui, donc moi, j'ai à l'issue de cette formation donc d'une grande école de commerce française européenne, j'ai commencé à travailler à la SBM, comme quoi la boucle. Déjà ? Et oui. Bon, la SBM, on ne l'a pas dit, mais c'est quand même une entreprise avec laquelle tu partages une histoire familiale. Hein. C'est pas non plus que tu rencontres la SBM en arrivant là à la présidence. Hein. Non, c'est pour moi une grande émotion, bien sûr, quand j'ai été coopté par le conseil d'administration à la présidence déléguée de la SBM. C'est un moment très important pour moi parce que tu as tout à fait bien résumé les choses. C'est pour moi une entreprise qui a une histoire énorme. Ma famille a une histoire avec la SBM.
puisque mon papa, qui était croupier lui-même, était fils de croupier et petit-fils de croupier. Ah oui. Donc mon grand-père paternel a légué à mon papa, et il me l'a légué, donc j'en suis très fier, la médaille du 50e anniversaire de la SBM qu'il a reçu donc en 1913, 1913 des mains du président de l'époque. Et donc, toute ma famille, donc grand-père, père et arrière-grand-père ont fait carrière à la SBM. Ma sœur est d'ailleurs employée de jeu aujourd'hui aussi. Elle est à la roulette ? Oui, tout à fait, ouais, au jeu américain, ouais, tout à fait. Et donc pour moi, c'était évidemment. Alors j'ai commencé d'ailleurs mon premier stage. Donc j'ai fait, je me rappelle quand j'étais encore à l'école européenne des affaires, le SCP Business School, mon premier stage européen, je l'ai fait à Monte-Carlo. C'était le marketing des casinos en Europe, le thème de mon stage. Et mon premier emploi après la formation à l'école, à l'ESCP, c'était effectivement à la SBM. J'ai fait 2 ans ici, à la direction des ventes hôtelières, une année, puis à la direction de la publicité et du marketing, une 2e année. Et puis j'ai créé ma boîte. C'est ça, j'allais dire, t'es pas parti pour ailleurs, t'es parti parce que tu avais un projet. Oui, parce que je me suis rendu compte en travaillant au marketing de la SBM, attention, il y a longtemps, on est en 1987, je me suis rendu compte que Monaco n'avait pas d'entreprise spécialisée dans l'organisation d'expositions et que Monaco avait une économie dynamique et qu'il n'y avait pas de raison qu'on n'ait pas une foire internationale, comme j'en avais vu partout, j'avais voyagé en Europe. Et donc, j'ai créé ma société à l'époque, qui s'appelait Promocom, pour créer la foire internationale de Monaco. Après, on a décliné autour de la foire beaucoup de salons à thème, un salon international des antiquaires, un salon de la gastronomie, qui existe toujours d'ailleurs, un salon de l'ameublement, de la décoration, etc. Puis, j'ai développé un peu la boîte à l'étranger. On a fait des salons à Nice, à Marseille, à Lyon. J'aurais pu commencer à en faire à Paris quand j'ai été après vraiment rattrapé par le virus de la politique et quand j'ai gagné les élections de 2003, où là j'ai fait le choix quand même de ne pas continuer à trop développer l'entreprise. On ne pouvait pas tout bien faire. Mais oui, j'ai été donc de 1987 à 2003 un chef d'entreprise et Promocom avait une belle activité. Elle avait développé une régie publicitaire. Ouais. On a créé la publicité dans les parkings publics de la Principauté. On a contribué à développer sur les flancs de bus de la Principauté. On avait aussi une agence créative et voilà. Puis après une boîte de sécurité événementielle. Donc Promocom avait, quand j'ai arrêté, que je l'ai vendu, 100 de salariés. Oui, c'est parce que tu dis quand je l'ai vendu. Alors tu l'as pas vendu tout de suite. Tu gagnes les élections en 2003. Tu as 40 ans. Hein. Oui, tout à fait. J'ai 40 ans. Je dis ça parce que c'est toujours une bascule dans la vie de quelqu'un, les chiffres ronds. Donc, quand tu te dis, je choisis de plus trop développer la société parce que je ne pouvais pas tout faire. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que tu n'arrives pas en politique en 2003. Tu étais déjà élu précédemment. Oui, parce que donc, dès que je suis rentré à Monaco en 1986, j'ai vu que la jeunesse monégasque avait besoin de se regrouper, avait des points communs, peut-être même des attentes partagées. Et donc, avec plusieurs camarades, filles et garçons, à l'époque, on a créé l'association des étudiants et des jeunes diplômés monégasques. Et puis, très vite, au bout de quelques mois, on avait des amis qui n'étaient pas forcément diplômés de l'enseignement supérieur et qui venaient nous voir en disant « Attendez, mais vous vous battez pour qu'on puisse se loger à Monaco. Nous, on est monégasques et on n'est pas diplômés, on veut se loger. Vous battez pour qu'il y ait une égalité pour les femmes. Les jeunes femmes n'ont pas les mêmes droits en 1987 que les jeunes hommes monégasques. Pourquoi on n'aurait pas le droit d'adhérer ? Nous aussi, on est des jeunes filles, on n'est pas forcément diplômés, mais on a envie de vous aider. » Et donc, on a aboli la barrière des diplômes. Au bout de 2 ans, en 88, on ouvre à tous les jeunes nationaux et on devient l'association des jeunes monégasques. Et voilà, puis on s'est retrouvé à 500, 600, on représentait plus de la moitié de la jeunesse en âge d'adhérer. Et à ce moment-là, le président du Conseil national, maître Jean-Charles Ray, m'a appelé. C'est comme ça que tu le rencontres ? Oui, pour être honnête, je crois que c'est l'inverse. C'est l'association qui demande un rendez-vous au président du Conseil national. Et donc j'arrive avec les dirigeants de la JM, puis on rencontre Jean-Charles Ray et on lui explique qu'on a quelques problématiques communes, qu'on a quelques soucis pour se loger. Il n'y a pas tellement de logements domaniaux, on est en 87, il n'y a pas d'aide nationale au logement à l'époque, etc. Qu'on a
quelques difficultés. Il n'y a pas de CHC non plus. Oh non, on en est très très loin, puisque ça c'était en 2008 et 2009. Pour ceux qui nous écoutent, c'est contrat habitation capitalisation. Voilà, qui permet aux Monégasques de choisir soit d'être locataire, soit de devenir propriétaire de ce CHC qui leur permet de ne plus avoir à payer de loyer dans leur appartement des domaines de l'État monégasque. On a de grandes inégalités à l'époque. La maman ne peut pas transmettre la nationalité dans les mêmes conditions que le papa monégasque à ses enfants. Donc on a les jeunes femmes qui ne comprennent pas. Les jeunes femmes ne transmettent pas la nationalité à leur mari, alors que les frères le font, les sœurs ne le font pas. Enfin, il y a beaucoup de problèmes encore en 1987-88. Et on dit à Jean Charles Ray qu'on a envie que ça bouge. Donc, il nous entend, il nous fait rencontrer à l'époque le ministre d'État, les membres du gouvernement. Et puis donc, on est fin 87 et il m'appelle. C'est lui qui m'appelle. Il dit, je voudrais te voir. Il me dit, écoute Stéphane, bon, je vois que vous êtes des jeunes responsables, hein, donc on a toujours un peu peur, les jeunes, est-ce que vous voulez faire la révolution? Bon, on vous a regardé au début avec un petit peu de méfiance, est-ce qu'ils veulent pas? Est-ce qu'ils veulent renverser la principauté? Bon, pas du tout, donc hein, les jeunes monégasques de l'époque, comme aujourd'hui, ils sont attachés à leur pays, ils sont fiers d'être monégasques, ils sont attachés à leur prince et à la monarchie constitutionnelle, et c'était déjà le cas, bien sûr, de l'immense majorité de nos adhérents. Donc Jean-Charles Ray avait vu qu'on était des jeunes responsables, mais par contre, c'est normal, on apportait aussi un élan nouveau et des idées nouvelles, comme toute génération nouvelle doit le faire. Et il me dit, écoute Stéphane, je veux rajeunir ma liste. Ils t'ont choisi, ils t'ont élu président, les jeunes. Est-ce que tu voudrais pas rentrer dans l'équipe et je te prends avec moi dans la liste en 88 ? Et je lui dis, président, mais oui, vous me connaissez. Il y a un certain nombre de sujets où je suis en phase avec vous et d'autres où je ne suis pas en phase avec la majorité de vos élus qui ont 60 ou 80 ou 70 ans pour certains. Et bon, on va incarner quand même une aspiration à certains changements, pour l'égalité homme-femme, pour une politique plus dynamique de construction de logements sociaux, pour le maintien d'un secteur protégé pour nos amis les enfants du pays. Alors vous êtes plutôt libéral ou plutôt libérer les loyers. Donc si je viens, vous savez ce que je pense. Il m'a dit, mais c'est pour ça que je te prends. Sache que dans mon équipe, il y a toujours eu la diversité des opinions. Tu auras le droit de défendre tes idées, de les exprimer. Il y aura un débat entre nous et puis bien sûr, on décidera toujours la majorité. Donc je ne te dis pas que le plus souvent, c'est quand même pas moi qui l'emporterai, Stéphane. mais tu dois venir apporter un souffle nouveau. Et il a toujours tenu parole. Est-ce que c'est une recette que tu as appliquée ? Parce que là, on dit 2003, tu as quand même... tu as fait 3 mandats comme président, il me semble. Oui. 2003 puis 2008 et après donc je suis passé au gouvernement et revenu en 18. Et en 18. Donc ça fait 3 mandats, ça fait 3 listes, ça fait 3 campagnes, ça fait de nombreuses réunions, discussions avec des élus que tu as voulu divers toi aussi. Est-ce que tu te souviens d'avoir comparé l'exercice et de t'être dit « Ah, je comprends ». Oui, moi j'ai beaucoup appris de Jean-Charles Ray, donc ça a été vraiment celui qui m'a... Il avait plus de 70 ans quand je l'ai rencontré. Ouais. Il en était à son 7e, je crois, mandat, peut-être 3e mandat de président. Moi j'étais tout jeune et donc j'avais tout à apprendre et je l'ai beaucoup écouté et je me suis rappelé toujours des bons conseils qu'il m'a donnés et notamment du pluralisme. Oui, j'ai toujours souhaité m'entourer de gens qui avaient forcément pas toujours les mêmes opinions. Je crois que c'est une grande richesse pour une équipe d'avoir une diversité d'opinions. Et je dois dire que de ce point de vue-là, je suis très heureux d'avoir terminé mon 3e mandat sur l'Union nationale, puisque bien qu'en 18, il y ait eu 3 listes aux élections, on a su travailler tous ensemble pendant notamment la crise de la Covid. Et à la fin, moi, j'ai profondément respecté les minorités qui s'étaient présentées aux élections. Et en les associant, en leur donnant des responsabilités, en les respectant, ils ont travaillé avec nous et à la fin, on était tous unis parce qu'au fond, entre Monégasques, on a quand même tellement plus de choses qui nous rapprochent que de petites différences parfois qui nous séparent. Et quand je suis parti donc en 2022 pour venir à la SBM, il y avait une union qui réunissait les 3 listes des élections précédentes et qui s'est d'ailleurs présentée unie aux élections de 2023. Qui a été élue d'ailleurs. Est-ce que cette diversité, tu la retrouves aujourd'hui ? Parce que depuis que tu es arrivé aux manettes de la SBM, ce que tu as fait aussi, c'est de renouveler ton comité exécutif, donc renouveler ce qu'on appelle les chefs de département, en fait, on appelle ça comme ça. Je sais pas, les directeurs de département. Ouais. Comment tu as fait ça ? Parce qu'il n'y a pas que des gens que tu aurais choisis d'avance. Il y a aussi des gens que tu as découverts. C'est une espèce de pluralité que tu as renouvelée aussi.
Oui, et avec cette volonté à la fois d'essayer d'amener les monégasques aux plus hautes responsabilités quand ils en ont la compétence. Et je suis en train de compter, parce que c'est pas quelque chose que je fais tous les jours, mais je crois qu'on a une majorité de monégasques aujourd'hui pour la première fois dans l'histoire de la SBM au comité exécutif, puisque sur 10 dirigeants, si je m'inclus, nous sommes 6 monégasques. Donc, j'ai permis à un compatriote qui a fait la quasi-totalité de sa carrière à l'étranger, notamment aux États-Unis, Albert Manzone, de rentrer au pays. Et donc, à quelques 59-60 ans, qui est devenu ton directeur général. Il est devenu donc directeur général de la SBM. J'ai demandé à ma fidèle collaboratrice que j'ai rencontrée grâce à Denis Ravera au département des affaires sociales, qui était secrétaire général quand je suis arrivé, que j'ai nommé directeur général au département, puis qui m'a suivi au conseil, qui était ma chef de cabinet, donc Virginie Cotta, qui est désormais la secrétaire générale, en charge du juridique, en charge aussi de la responsabilité sociétale de l'entreprise, donc un poste, c'est la numéro 3 du groupe, très important pour la SBM. J'ai conservé Pascal Camia, qui était déjà là, mais qui était directeur opération après avoir été directeur des jeux. Et désormais, donc, il a la charge très importante du développement international. Donc, il est directeur du développement international de la SBM. Nous avons aussi Sophie Vincent, qui a été très longtemps un haut fonctionnaire, qui a occupé les fonctions de chef du service de l'emploi, de directeur adjoint du travail, puis de directeur de l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques, et qui est donc directrice des ressources humaines. Et nous avons le directeur des casinos, donc que j'ai nommé il y a maintenant 2-3 mois maintenant, Cédric Lorenzi. Donc ça fait bien 6 monégasques sur 10. Pour autant, on a été chercher par des cabinets de recrutement internationaux les meilleurs dans les fonctions où on n'avait pas, à mon avis, la ressource en principauté à ce niveau-là. Et donc, on a été chercher un directeur marketing qui vient de Disneyland. On a été chercher un directeur IT qui vient de Verbaudet, qui est une société leader dans ce domaine en Europe, en France et en Europe. On a été chercher un directeur financier parmi le très grand groupe français, mais à dimension internationale, qui est la Sodexo. Donc, on a aussi avec nous une qualité de dirigeants qui viennent de partout, donc qui viennent de sociétés internationales cotées. Est-ce que tu dirais que tu es un patron exigeant ? Parce que quand tu as tous ces gens autour de toi, comment on manage une diversité pareille ? Parce que on parlait tout à l'heure des élus, c'était peut-être différent. Comment on fait avec un comité exécutif pour leur fixer des objectifs et les leur faire atteindre ? Alors là, par contre, je pense pouvoir dire que vraiment, il y a l'être humain est évidemment le même, qu'on soit dans un parlement, dans un gouvernement, dans une entreprise petite, comme je dirigeais la mienne, ou grande, comme la Société des Bains de Mer. D'abord, je pense que la première des choses, c'est la valeur de l'exemple. C'est-à-dire que celui qui se prétend être un leader ne peut pas demander à ses équipes des choses qu'il ne s'impose pas à lui-même. Donc, si on n'est pas à fond dans son job, si on ne travaille pas au moins autant, et j'espère encore plus que son équipe, si on n'est pas profondément juste, c'est-à-dire il faut faire vraiment fi de toute sympathie ou antipathie, de tout clientélisme, il faut bien leur dire, et il faut le faire, parce que c'est facile à dire, et il faut l'appliquer, sinon on n'est pas crédible, et très vite on est démasqué, bien sûr. Il faut que ce soit le mérite, l'effort et le travail qui soient les seuls critères qui payent. Et il ne faut pas hésiter aussi à sanctionner quand les gens ne font pas les efforts ou n'ont pas la compétence, il ne faut pas qu'ils aient des promotions. Et il faut malheureusement parfois aussi savoir se séparer de quelqu'un qui manifestement n'est vraiment pas à la place qu'il doit occuper, tout en étant humain. Alors ça, c'est un aspect toujours compliqué pour quelqu'un qui décide. Pour l'ancien ministre des Affaires sociales, effectivement, c'est un combat. C'est un combat parce qu'il y a l'intérêt de la SBM, et je crois que moi, ma boussole que m'a donné le conseil d'administration, ou l'État, qui est l'actionnaire majoritaire, de la SBM, c'est vrai, on le dit pas assez souvent, ça. L'intérêt de Monte Carlo SBM. Donc moi, tous les matins et tous les soirs, en arrivant, en partant, j'ai à l'esprit d'abord l'intérêt de Monte Carlo SBM. Mes décisions sont guidées par le seul intérêt de l'entreprise. Et l'intérêt de l'entreprise, par contre, c'est un tout. C'est pas que le résultat. Alors bien sûr, dans ma feuille de route, il faut maintenir un très bon résultat opérationnel du groupe, qui est exceptionnel, parce que Jean-Luc Biamonti, pour qui j'ai beaucoup d'estime, mon prédécesseur,
m'a laissé une entreprise dans sa dernière année de gestion qui était brillante, puisqu'elle a eu le meilleur résultat de l'histoire depuis 163 ans. Donc la barre est très haute et je dois maintenir. Donc je dois maintenir ce haut résultat opérationnel. On s'y emploie avec mon COMEX, avec tous les salariés qui sont motivés. Il y a une prime d'intéressement d'ailleurs qui fait que si les résultats sont bons, tous les salariés de l'entreprise à leur niveau peuvent en profiter. Le succès de la boîte, c'est le succès de ceux qui la font aussi. Bien sûr. Mais alors, ce résultat, bien sûr, financier qu'on va regarder, le résultat opérationnel, c'est pas le seul critère. Je veux dire, le bien-être au travail, l'épanouissement des salariés, des 5000 salariés l'été et des 4000 l'hiver, je l'ai dit tout à l'heure, c'est très important. Et puis bon, ça fait du monde à satisfaire quand même, Stéphane. Oui, puis on se refait pas. Je veux dire, si j'avais pas un peu d'humanité en moi, si j'étais pas, j'espère, un humaniste, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait avant. Donc, j'oublie pas tout ça. Et parfois, c'est complexe. C'est complexe parce que quand l'entreprise exige un changement, bien sûr qu'on essaie d'accompagner au mieux, d'être là pour expliquer, pour accompagner, pour offrir une alternative à celui ou celle qui a malheureusement pas réussi dans son poste et qui doit évoluer pour le bien de l'entreprise. Mais bon, ça, c'est la vie. Mais tu l'as fait ça aussi avec des élus ou pas ? Est-ce que c'est arrivé que tu te retrouves dans cette situation-là, dans ta vie précédente, ou quand tu étais ministre aussi ? Est-ce qu'il a fallu, il y a eu des moments où il a fallu que tu te sépares ? Sans me citer d'exemple peut-être, mais en politique, c'est plutôt l'inverse. On dit on est souvent trahi en politique. C'est pas tellement moi qui me suis séparé, c'est qu'il y a eu des histoires. Le mot est un grand mot, mais il y a eu des différends et il y a eu des parcours à un moment qui se sont séparés. Mais moi j'ai plutôt toujours pensé qu'il fallait rassembler. Donc c'est pas moi qui ai choisi de me séparer, mais il y a des gens qui, alors par ambition personnelle ou par opinion, parce qu'on n'était pas forcément d'accord sur tous les grands sujets du pays, ont choisi de faire leur chemin sans moi. Et voilà, et ça s'est terminé par des batailles électorales, toujours respectueuses, j'espère. Et voilà, et puis les électeurs et les monégasques, après, ont toujours choisi, et ils ont toujours choisi une majorité, une minorité. Et c'est très bien, la démocratie, c'est aussi l'expression d'idées différentes et la possibilité de les exprimer dans le respect. Et voilà, moi je suis toujours par contre attristé quand je vois que des gens qui n'ont pas les mêmes idées, notamment dans les élections, finissent toujours par en arriver à des extrémités où ils se détestent, voire ils en arrivent à des attaques personnelles, et c'est regrettable. Ça dessert toujours, de toute manière, la cause qu'on prétend défendre et les gens qui se laissent aller à ce genre de dérive. Donc voilà, on peut exprimer des idées, mais il faut toujours le faire dans le respect des idées des autres. Et après, chacun peut librement choisir. Bon, alors, tu m'as pas répondu. Tu es un patron dur ? Tu es comment ? Je pense que je suis un patron exigeant parce qu'on ne peut pas être efficace dans une entreprise. N'oublions pas qu'on a des clients aussi. Et que la première chose à laquelle on doit penser, c'est d'offrir le meilleur service possible à nos clients. Donc pour ça, il faut des gens motivés, il faut des gens compétents, il faut des gens dans tous les postes de l'entreprise qui ont été choisis parce qu'ils ont envie et parce qu'ils ont le niveau pour assurer le service de la clientèle. Donc oui, exigeant sûrement, juste sincèrement, je le crois, et j'essaie. Alors après, quand on dirige une entreprise aussi vaste, moi je connais pas les 5000 salariés. Et donc parfois, ce sont bien sûr des directeurs intermédiaires qui font. Dire, c'est de l'intermédiaire. Donc je veux pas dire que tout n'est pas parfait dans une aussi grosse entreprise. Il peut y avoir parfois quelques erreurs de commises. Je peux moi-même en faire. D'ailleurs, on fait toujours des erreurs et je crois qu'on apprend aussi beaucoup des erreurs. Ce qui fait que au stade de mon évolution professionnelle, on fait un peu moins d'erreurs parce qu'effectivement, on en a déjà commis davantage que quand on a 20 ans. Tu penses que tu en as commis beaucoup ? Non. Bah oui, bien sûr. Je crois que quand on est jeune, on apprend vraiment des erreurs qu'on commet. Et je crois qu'il n'y a personne qui peut apprendre à la place de notre propre expérience personnelle. Ouais, donc, par contre, il faut... Alors, la différence entre les gens qui essaient d'évoluer, qui sont intelligents et les autres, c'est que justement, ils savent reconnaître qu'ils ont fait des erreurs. Et ils apprennent. Il ne faut pas refaire plusieurs fois les mêmes erreurs. Ce que je disais à mon fils récemment, je lui disais, je peux t'expliquer... maintes et maintes fois, tant que tu l'auras pas touché du doigt, c'est un peu ce que tu dis en fait. Toi, tu parles des erreurs, c'est en fait, on peut toujours
on peut toujours, avec l'expérience, voir les choses venir, mais il faut l'avoir vu avant, sinon on y retombe. C'est ça que tu dis? Oui, il y a un proverbe qui est très juste, qui dit que l'expérience est le nom qu'on donne aux erreurs qu'on a déjà commises. C'est vrai. Voilà. Par contre, il ne faut pas refaire les mêmes erreurs. Ça, là, c'est une faute. Faire des erreurs, ça fait partie de notre évolution de tout être humain. Je crois que personne ne naît avec une expérience parfaite et en sachant tout par définition. On apprend des autres aussi. Moi, j'ai déjà cité Jean-Charles Rey, qui m'a beaucoup appris. J'ai un grand souvenir aussi d'un président que j'ai connu, moi, président délégué de l'SBM, puisque j'ai passé 2 ans. Quand j'étais un jeune cadre, c'était l'ancien ministre d'État André Sameleux, qui m'avait pris en sympathie et qui m'a beaucoup appris. C'était un grand homme, c'était un grand ministre d'État qui est resté très longtemps déjà à l'époque. Je crois que c'est celui qui est même 8 ou 9 ans. Donc pour un ministre d'État, je crois qu'il a le record de longévité. Et après, le prince Régnier III l'avait nommé président délégué de la SBM. Et j'ai eu la chance de pouvoir être là pendant 2 ans. Et il m'avait pris en sympathie parce que j'avais fait l'association des jeunes monégasques. Et je commençais à m'intéresser au Conseil national. Donc on parlait ensemble de l'État monégasque, du gouvernement. Et c'est un homme qui avait une énorme expérience. Il était en fin de carrière, là, lui, en 1987. Il devait avoir déjà 67, 68 ans. Et il m'a donné aussi beaucoup de bons conseils. Et il m'a encouragé, d'ailleurs, il m'a dit, tu as un tempérament, tu as une capacité tu as du leadership. Ne reste pas à la SBM aujourd'hui. Va, épanouis-toi, crée une entreprise. C'est lui qui t'a poussé alors. Oui, peut-être un jour tu pourras revenir. C'est pour ça que je garde un très bon souvenir. Malheureusement, ils sont morts tous les deux et André Sameleux est décédé aussi il y a déjà plusieurs années maintenant. Finalement, quand je t'écoute, je me dis, être président délégué de la SBM, c'est toujours servir Monaco. Enfin, servir Monaco différemment peut-être de l'idée qu'on se fait de l'homme politique ou du ministre. Oui, tout à fait. Et j'insiste beaucoup aussi sur l'estime que j'ai pour les anciens, parce que je pense que je suis perçu plutôt comme quelqu'un qui est plutôt un réformiste, qui essaie d'évoluer, d'adapter beaucoup, de moderniser. Mais vraiment, je le crois profondément, on ne peut pas construire une évolution vers le futur si on n'a pas un profond respect de ceux qui étaient là avant nous. Et moi, j'ai beaucoup de respect, et surtout, mais alors la phrase qui me semble la plus horrible en pensée politique, c'est « du passé faisant table rase ». Quelle horreur, hein. On sait où ces régimes-là ont mené en voulant éradiquer les anciens et le passé, et la culture, l'identité. Donc ce qui fait la force de Monaco, c'est que notre pays a toujours su évoluer tout en se construisant sur le passé, sur le respect du passé, de notre culture, de notre identité. Et quand on me dit des fois, mais qu'est-ce qui définit la principauté ? Ben, je pense que c'est justement cette capacité incroyable à toujours innover, quoi. Quand le prince Charles III perd 90% de son territoire et qu'il a l'idée de créer la SBM et de supprimer l'impôt sur le revenu, waouh, quelle innovation incroyable en 1863. Oui, ce sont des paris forts, quoi. C'est incroyable. Et voilà, et quand le prince Régnier III arrive à la tête d'une principauté après la Deuxième Guerre mondiale qui est exsangue, qui a énormément souffert et qui est économiquement très faible, et qu'il a l'idée d'en faire une économie diversifiée, de créer une industrie, de développer aussi, bien sûr, tout ce qui a fait le succès de Monaco, son attractivité, sa qualité de vie, la sécurité. C'est incroyable, hein, quand le prince Albert nous parle de manière profondément sincère, déjà, quand il était encore prince héréditaire, de la nécessité de protéger la planète et de soft power, et qu'un petit pays peut effectivement avoir un rayonnement s'il sait défendre des grandes valeurs. Voilà, je crois que Monaco est un bel exemple où on sait respecter le passé tout en évoluant, j'espère, hein, à la tête de l'SBM, appliquer ses principes aussi. Parce que pour toi, être monégasque aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu une époque où être monégasque, c'était soutenir, aller de l'avant avec un prince, parce qu'il fallait reconstruire. Est-ce que aujourd'hui, tu dirais que être monégasque, c'est faire partie de cette équipe ? Parce que ce que tu décris, en fait, c'est une équipe. Mais oui. C'est une équipe de patriotes, en fait. Je crois que tout en sachant qu'on est petit, ce qui nous oblige à être modeste, et j'espère qu'on l'est sincèrement, hein, les Monégasques. Hein, on sait bien qu'on n'est pas une grande puissance qui va infléchir l'histoire du monde.
Mais en même temps, on est quand même fiers. C'est incroyable, notre petit pays, c'est quand même un miracle de l'histoire. Quand on pense que, je sais pas, le comte de Provence, qui était 1000 fois plus grand, a perdu son indépendance. C'est ça. Et que grâce au génie de la dynastie des Grimaldi, grâce aussi bien sûr à la géopolitique, à notre positionnement incroyable sur ce rocher imprenable tant que l'artillerie n'existait pas, et puis en jouant par l'intelligence politique des princes de Monaco sur des puissances contraires, donc on était placé là où au confluent d'influences espagnole, française, génoise, je dis pas italienne parce qu'à l'époque ça n'existait pas l'Italie. C'est de drôles de mélange. C'est les républiques autonomes. Bon, Valérie, ça doit être quelque part, ça doit venir d'Italie. Oui, alors les Français sont persuadés que Valérie est français. Ça peut l'être parce que Valérie avec Y est un nom français. Ouais. Mais moi, toi, c'est avec un je I. ne renie pas et mes origines sont comme pour beaucoup de Monégasques du côté de la frontière italienne. Non. Mais mon papa c'est de la région de Pérouse. En Italie, et ma maman, c'est du côté du Piémont. Donc non, Valérie, c'est Valérie avec un I. Donc c'est bien. On vient du Piémont. Voilà, nous ne sommes pas. Parce que moi, les Berthier, en tout cas, ils ne s'appelaient pas les Berthier, mais viennent du Piémont, ça c'est sûr. Beaucoup de Monégasques sont originaires du Piémont. C'est plutôt des gens bien, les Piémontais, des gens qui sont des travailleurs et qui ont le sens de la famille. C'est vrai. Justement, tu me dis le sens de la famille. C'était ma question. Est-ce que tu as parlé plusieurs fois de ton papa ? La famille, c'est important pour Stéphane Valéry ? Oui. Malheureusement, j'ai un âge où j'ai perdu mon papa. Donc, l'été dernier, ma maman est au centre Régnier 3. Elle a 89 ans. Elle est fatiguée. Donc, elle est toujours là. Oui, elle a plaisir. Une fois par semaine, le samedi ou le dimanche, on la prend avec nous et on l'amène en général dans un restaurant. Parce qu'elle a encore ce plaisir de bien manger, de rencontrer. Donc, c'est très italien, ça, le bien manger. Oui, ses petits-enfants. Et son arrière-petit-fils, puisque je suis grand-père, dont mon fils Florian a un enfant de 3 ans, Léo. Donc elle se retrouve en famille, mais on sait bien que c'est des moments rares et qui vont pas durer éternellement. Donc ça, je crois que c'est une leçon pour tous ceux qui ont perdu un papa ou une maman. Il faut pas qu'on ait le regret de pas leur avoir assez dit qu'on les aime et de pas en avoir assez profité. Donc j'ai essayé dans la fin de vie de mon papa et maintenant je fais tout ce que je peux garder du temps pour ma maman. Et puis j'ai la chance aussi, avec une nouvelle épouse, d'être un jeune papa. Parce que j'allais te dire, il y a la petite dernière. Voilà, Diana a un peu plus de 9 mois. Waouh, ça rafraîchit. Ça donne un petit coup. Oui, ça donne un petit coup. Petit coup de petite pépite là. Hein. C'est assez génial. C'est assez génial. Et il faut savoir aussi garder du temps pour la famille. Et voilà, alors peut-être par rapport à la vie politique, ça permet quand même. Alors la SBM, c'est pas tout à fait tranquille les week-ends, il y a quand même pas mal d'événements parfois, mais c'est un peu moins c'est un peu moins 24/7 exigeant tous les week-ends, donc j'essaie de garder un peu plus de temps qu'avant, justement pour la famille, pour mon épouse, pour mes 3 enfants, ma maman et mon petit-fils. Donc ton petit-fils. Est-ce que il y a eu des périodes où tu étais au bord du déséquilibre, parce que tu dis j'essaye de garder du temps, etc. Est-ce que ça a toujours été facile de garder l'équilibre avec tout ça ? Non, mais je pense que la recherche de l'équilibre, c'est par définition toujours instable. Chacun peut répondre à cette question. C'est un travail constant. Ouais. Et d'ailleurs, l'équilibre, le tien n'est pas le mien et n'est pas celui d'un tiers. Je veux dire, qu'est-ce que c'est l'équilibre ? C'est très subjectif. Et il faut le dire, quand on est passionné par son métier, quel qu'il soit, c'est toujours un équilibre difficile à trouver avec la vie familiale et avec son temps personnel, son temps de loisir. C'est pour ça que je te disais ça, parce que comme tu as 2 grands-enfants, tu l'as dit, il y en a un qui est déjà papa, donc ça donne une idée. Il doit avoir plus que 25 ou 30... il a 32 ans, Florian a 32 ans et ma fille Estelle a 29 ans. Voilà, c'est ça. Ils sont trentenaires. Est-ce que... le Stéphane Valéry qui était le papa d'Estelle et de Florian, et le Stéphane Valéry qui est papa de Diana aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses dont tu te dis j'aurais dû les faire différemment ? Bien sûr. Alors je pense que si un être humain à 60 ans pense qu'il a tout bien fait, qu'il a absolument rien à apprendre de son expérience, je pense qu'il n'est pas intelligent ou alors il ment. Bien sûr qu'il y a des choses que j'ai faites, que je fais différemment. Et notamment, je pense qu'effectivement, ma relation avec ma fille Diana,
je vais encore être plus attentif à ce que j'ai pu l'être, parce que moi j'étais papa assez jeune, donc j'avais pas 30 ans quand j'ai été papa, et c'est vrai qu'à l'époque, c'est construire une carrière, c'était peut-être une priorité encore plus importante. Aujourd'hui, on apprend que l'essentiel, au fond, c'est quand même la famille. L'essentiel, c'est là. Voilà, c'est ceux qui seront toujours là avec vous jusqu'au dernier jour de votre vie. Et ça, c'est d'abord et avant tout le cercle familial et puis quelques amis intimes. Et il ne faut pas les négliger. Donc ça, je l'ai appris et je l'ai appris avec l'expérience. T'es fidèle en amitié ? Oui. Alors, je crois pouvoir le dire parce que j'ai parfois eu quelques amis qui n'ont pas toujours été parfaits, qui ont eu quelques problèmes, et j'ai jamais tourné le dos à mes amis, jamais. D'ailleurs, ils en sont étonnés parfois, parce qu'il faut bien le dire. Malheureusement, dans les défauts de l'humanité, de l'être humain, il y a l'opportunisme. Et en fait, on dit qu'il y a un proverbe, je crois traduit de l'italien, mais qui est très vrai, qui dit « La victoire n'a que des amis, la défaite est orpheline ». Et il n'y a que ceux qui ont perdu une bataille ou qui ont des graves problèmes personnels qui savent quels sont leurs vrais amis. Parce que là, il reste la famille et il reste les vrais amis. Beaucoup d'autres sont des relations. Et des relations ne sont pas forcément des amis quand ils vous tournent le dos aux premières difficultés. Et toi, c'était important pour toi de leur dire « moi, je serai là ». Oui. Ou « moi, je suis là ». Oui, parce que dans ma vie électorale, donc il y a eu un moment où j'ai pris du recul, où j'ai été vécu un peu comme un opposant, un chef de l'opposition. Il y a une époque où c'était pas trop l'habitude, dans les années 90 à Monaco. Il n'y avait pas beaucoup d'opposition à Monaco. Voilà. Donc j'ai eu quelques adversaires qui ont été assez durs à l'époque, et j'ai vu effectivement quels étaient mes vrais amis dans ces moments-là. Ce qui m'a permis d'ailleurs après de repartir et de reconstruire avec des amis proches et des fidèles. Et je pense que c'est vrai que j'ai été beaucoup moins trahi après la victoire de 2003 parce que j'ai su reconstruire des équipes sur la loyauté, sur la qualité qui est la loyauté. La loyauté est une qualité rare et je ne sais plus qui le disait mieux que moi, mais je crois que c'est Jean-Charles Rey qui me disait, tu sais, tu verras si un jour tu es président du Conseil national et tu en as peut-être l'étoffe, je le pense. Tu verras, tu devras choisir une équipe. Et tu sais, on est un petit pays, on n'a pas énormément d'élite et on est très peu nombreux, donc il faudra que tu ne pourras pas avoir que des gens brillantissimes dans ton équipe. C'est pas grave. Tu pourras pas avoir que des gens extrêmement travailleurs. Ben oui, il y en a qui seront un peu moins bosseurs que d'autres. C'est pas grave. Mais rappelle-toi, il me disait Stéphane, rappelle-toi, il y a une chose que tu dois jamais pardonner, c'est la trahison. Et il y a une chose que tu dois toujours mettre en avant tout, c'est la loyauté. Et moi, il me disait, j'ai réussi à construire une équipe loyale autour de moi. Et loyale, c'est certain, mais est-ce que toi, en tant que soit président, soit patron du comité exécutif, est-ce que toi, tu es direct, est-ce que tu es franc, est-ce que tu leur dis les choses ? Oui, mais avec diplomatie. Alors, je crois qu'il y a 2 erreurs capitales dans le management, c'est de ne pas dire les choses. C'est-à-dire qu'on ne veut pas d'histoire, donc on fuit le problème, mais le problème est là, et donc l'année d'après, il sera encore là, et de manière plus grande que si on l'avait abordé l'année d'avant. Et la deuxième erreur, c'est évidemment d'être violent, d'être brutal, de choquer. Ce qui n'est pas toujours simple. Et donc de créer des oppositions, des résistances au changement, à ces décisions. Donc il faut trouver un compromis, mais là encore, les grands ont parlé avant nous, donc ça c'est Talleyrand. C'est une main de fer dans un gant de velours. C'est aussi un principe que j'essaie d'appliquer modestement parce que c'est compliqué. Mais c'est très important. Je me rends compte qu'il y a une chose, peut-être j'ai pas assez tout à l'heure rebondi à ta question, c'est le développement international. Parce que je t'ai dit Monaco. Oui, tu m'as dit Monaco ça reste la priorité. Bon, ça étonnera personne si je dis Monaco d'abord. Je crois que c'est quand même un peu C'était un peu le slogan de Primo aussi. Priorité Monaco. Mais pour autant, la SBM est une marque. On l'a dit rapidement aussi tout à l'heure, internationalement reconnue. Et on a dans le monde un réservoir de croissance et de profit futur pour la SBM qui est extraordinaire pour Monte-Carlo. Donc, dans ma feuille de route, on disait qu'il y avait le maintien d'un très haut résultat opérationnel. Il y a bien sûr le développement international confié donc à Pascal Camia. Tu le sais, donc on a acheté le plus bel emplacement de la plus belle station d'Europe, donc à Courchevel.
Maintenant, il faut le rénover. Il faut en faire maintenant le plus beau palace des Alpes du Nord. Et il a besoin de travaux pendant 1 an et demi, 2 ans. Alors, ça va durer 2 ans. Oui, mais quand on ouvrira à l'hiver 2026, on aura un des plus beaux spas de montagne, une des plus belles piscines de montagne, un des plus beaux palaces des Alpes. Et les Monégasques seront très fiers. D'ailleurs, ils m'appellent déjà pour me dire quand est-ce qu'on peut réserver l'hôtel de Monaco à Courchevel. Je dis, attendez encore un peu. Ça sera pour l'hiver de 2026. Et puis, on a parlé tout à l'heure de ce grand homme d'affaires international, donc M. Schenk, le président de Dogus, de Dream International. Donc lui, il est très très fier d'être le premier à avoir signé avec Monte Carlo SBM, parce que son rêve, c'était de développer de manière à l'international la marque de Monte Carlo. Donc nous allons le faire ensemble. Il a 10 ans d'avance, ça fait 10 ans qu'ils font des choses extraordinaires. C'est le leader mondial du restaurant festif de luxe, une centaine d'implantations dans le monde. Et ensemble... Et une centaine qui marche. Qui marche, par exemple Amazonico, bien sûr, on en a parlé, c'est Koya, mais c'est aussi c'est Zuma, c'est Nusret notamment, et beaucoup d'autres marques de prestige. Donc nous voulons ensemble faire rayonner le drapeau de la principauté et Monte Carlo à l'international, puisqu'on va faire un restaurant qui va être très monégasque dans ses couleurs, dans sa gastronomie et bien sûr dans sa gestion. Donc, puisque nous avons cette joint venture à 50-50 avec ce groupe. Premier restaurant à Dubaï, donc à l'automne 2025. Et j'espère, si ça marche, un jour, des Monte Carlo dont le nom est à définir, sans doute un Monte Carlo Club, on verra. Mais en tout cas, un restaurant qui, j'espère, fera rayonner l'image de Monte Carlo partout dans le monde. Et il y a vraiment, il y a un jour sans doute aussi des casinos à développer. Donc, peut-être dans les Émirats, peut-être en Thaïlande, on verra, mais il y a step by step, comme disent les Anglais, on ne doit pas aller trop vite parce que sinon on n'y arriverait pas. Il faut choisir une des clés de la réussite, je suis convaincu, c'est de s'entourer des meilleurs. Ah oui, j'ai été frappé quand j'étais jeune par l'épitaphe sur la tombe de Rockefeller, qui a fait écrire sur sa tombe « Si j'ai un être humain d'intelligence moyenne, qui tout au long de sa vie a su s'entourer de gens plus intelligents que lui. » Et ça, je crois que, franchement, si on s'entoure de gens intelligents, on est tiré vers le haut. Et puis de partenaires parmi les leaders. Donc, je crois que c'est les deux clés du succès, c'est s'entourer de gens intelligents et choisir dans les domaines particuliers les meilleurs du monde. Je crois qu'avec Dream International, on a un des meilleurs du monde dans la création de restaurants de luxe. Donc, on va y aller ensemble pour faire porter haut le drapeau monégasque dans le monde. Bah, dis-moi, ça fait des ambitions qui dessinent la feuille de route, mais qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter maintenant ? Parce que on a l'impression que quand on dit, moi je dis Stéphane Valéry, je dis tiens, je vais faire le podcast de Stéphane Valéry, et quelqu'un m'a dit mais qu'est-ce que tu vas bien pouvoir lui demander que personne ne lui a jamais demandé ? Alors je me dis est-ce que on t'a déjà demandé ce qu'on pouvait te souhaiter dorénavant ? Non, c'est une question qu'on ne pose pas souvent. Mais je pense que on a beaucoup parlé de ton service, de l'intérêt de Monaco, mais qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Stéphane Valéry ? Mais la même chose qu'à tout être humain, je crois qu'on est tous des frères et des sœurs dans l'humanité, c'est d'être heureux tout simplement, et chacun son chemin. Je crois qu'il n'y a pas un chemin unique du bonheur. Certains diraient que mon parcours est un peu pas forcément l'idéal pour avoir une vie privée très riche. Il y en a beaucoup qui le voudraient, ton parcours. Oui, mais c'est beaucoup de sacrifices aussi par rapport à la vie familiale, la vie privée. Bon, moi, c'est mon parcours et c'est celui que j'ai choisi et j'en suis heureux. Mais aujourd'hui, c'est d'être heureux. Et d'être heureux, ça passe évidemment quand l'âge évolue par la santé. Parce que le bien le plus précieux, c'est d'ailleurs très, très réconfortant de savoir que les plus belles valeurs dans la vie d'un être humain sont ce qui ne peut pas s'acheter par l'argent. C'est l'amour, c'est l'amour, le vrai, c'est l'amitié, c'est la santé. Alors on me dit oui, mais si on est riche, on est mieux soigné. Non. Oui et non, bien sûr que si on est malheureusement dans un bidonville, hélas, d'un pays en voie de développement, oui, on est moins bien soigné qu'un monégasque en principauté, c'est vrai. Mais globalement, on ne peut rien faire face au destin. Et quand frappe un cancer incurable, quand frappe un arrêt du cœur, on se rend compte que la santé, ça s'achète pas, quoi. Donc voilà, moi je crois être heureux et donc ça passe bien sûr par être en bonne santé le plus longtemps possible. Parce que l'être humain doit aussi accepter ce qui nous attend tous, on a tous une fin.
Et je pense que si certains y pensaient un peu davantage, il y aurait un peu moins de haine, un peu moins de violence dans ce monde, un peu moins de morts. Parce que, voilà, quoi. Je veux dire, on a un petit parcours terrestre qui, au mieux, peut durer 100 ans. Et dans le meilleur des cas. On devrait y penser davantage. Moi, en tout cas, j'ai toujours pensé que la vie n'était pas éternelle. Et je pense que ça peut rendre un peu moins mauvais aussi. Écoute, en tout cas, moi, je te remercie. Merci d'avoir ouvert un petit peu l'univers de Stéphane Valéry. Merci d'avoir pris ce temps-là. Et puis, je pense qu'on reparlera de tous ces défis que tu as évoqués avec nous, parce qu'on se donne rendez-vous dans quelques mois. C'est un plaisir d'avoir cet échange et merci Geneviève. Merci Stéphane.